Je vais passer la parole maintenant à Richard Labévière, qui est ancien rédacteur, que tout le monde connaît, mais en fait qui est ancien rédacteur en chef de Radio France Internationale et également de la revue de défense de l'Institut des Hautes Études, qui est aujourd'hui rédacteur en chef du magazine en ligne qui s'appelle Proche et Moyen-Orient. Si vous voulez des informations pertinentes sur ce sujet, vous les trouverez là, ainsi que rédacteur au mensuel Afrique-Asie. Richard Labévière a évidemment perdu les hautes fonctions qu'il avait occupées parce qu'il s'était écarté de la pensée unique sur un certain nombre de sujets, dont le Proche-Orient, dont il va nous entretenir. Merci. Bonjour à tous, merci de votre accueil, et tout particulièrement à Roland Hureau de nous conforter, de ménager un format CNR, Conseil national de la résistance, dans une situation effectivement d'exception où on a bien besoin de ce genre d'alliage avec des provenances très diverses, mais pour résister au démantèlement de notre pays et à l'occupation des esprits. Alors, vous l'avez entendu, Hervé Juvin a très brièvement et très brillamment plutôt déconstruit un peu l'état de dépendance et de perte d'indépendance de notre pays dans les secteurs économiques, financiers, commerciaux absolument stratégiques. Je glisserai, moi, sur l'aspect plus diplomatique et touchant à des questions de politique étrangère et de défense, effectivement, qui nous ramènent à l'actualité récente par rapport à la multiplication d'actes terroristes sur sol européen et français, sinon belge, liés, interconnectés à des crises qui sévissent surtout au Proche et Moyen-Orient, et donc qui, là aussi, interrogent beaucoup sur l'état de la riposte, sur l'analyse de ces crises, de leur interconnexion, et sur, justement, l'évolution, depuis un certain nombre d'années, de la diplomatie, de la politique étrangère, de la diplomatie de notre pays. Donc je ferai, pour justement laisser une place aux questions, 5 remarques, 5 points. Je m'en excuse par avance de manière assez télégraphique pour justement poser les problèmes de manière synthétique sans trop développer l'implication historique, pour justement revenir après aux questions que ces points peuvent poser. Premier point, très brièvement, c'est comment en fait on est passé d'une politique arabe de la France, expression qui était assez malheureuse et qui posait tout un tas de questions, mais en tout cas qui permettait de recouvrir un certain nombre de choix indépendants et de défense des intérêts de la France au Proche et Moyen-Orient. Comment on est passé de cette politique arabe de la France qui caractérise les présidences du général de Gaulle et celle de François Mitterrand à une politique sunnite, je dis bien sunnite sur les critères de la France, qui caractérise les présidences de Nicolas Sarkozy et de François Hollande. Deuxième point, je reviendrai sur les mal nommées révolutions arabes et le désastre syrien et le désastre de la position française sur la crise syrienne, pour dans un troisième temps revenir sur ce que j'appelle le retour du réel terroriste, et pour voir quelle réflexion et quelle riposte amène la délocalisation d'actions terroristes du Proche Moyen-Orient à des sociétés européennes, pour poser en quatrième point un débat assez franco-français, mais qui pose quand même de vraies questions, sur savoir est-ce qu'on est confronté à un islam qui s'est radicalisé ou bien à une radicalité qui s'est islamisée, pour voir si effectivement ces deux approches se posent foncièrement, ou au contraire si elles se recoupent, parce qu'en réalité elles ne parlent pas de la même chose, pour enfin conclure sur quelques réflexions sur ce qu'il faut penser de la dernière initiative de la diplomatie française sur la question israélo-palestinienne, et pour enfin conclure sur effectivement de quoi parle-t-on aujourd'hui quand on parle de terrorisme, étant entendu qu'on analyse souvent le terrorisme en termes de crise, de dysfonctionnement, alors que peut-être pour rejoindre ce qui a été dit par Hervé Juvin, en introduction de cette matinée, touche à la nature même de la mondialisation, étant entendu que plutôt que de considérer le terrorisme comme des actes de violence paroxystique, de dérèglement ou de crise, on peut peut-être amener à être considéré que le terrorisme, au contraire, est devenu
une normalité, un conatus spinoziste, si vous voulez, c'est-à-dire une partie indissociable de la mondialisation contemporaine en cours, mondialisation dans ses dérégulations et surtout dans ses gaspillages, comme si la part de violence du terrorisme incarnait la contrepartie justement de cette mondialisation contemporaine, économique, commerciale et financière. Mon premier point, donc, comment, si vous voulez, on passe de cette politique arabe de la France à une politique sunnite actuelle. Il faut remonter au fameux discours flamboyant à des accents à la André Malraux de Dominique de Villepin, le 13 février 2003, au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est-à-dire à la veille de la guerre d'Irak déclenchée sans la veille du Conseil de sécurité justement par la Grande-Bretagne et les États-Unis. Discours fondateur, ou plutôt qui marque le chant du cygne, un sursaut gaullien sino-gaulliste qui marque le début de la fin finalement de l'indépendance de cette diplomatie française. Je rappelle, jamais un vieux pays comme le mien, un vieux continent européen, etc., qui est l'Europe, n'ajoutera une nouvelle guerre au Proche et Moyen-Orient, etc. Donc moi j'accompagnais le ministre, comme une dizaine d'autres journalistes, en tribune de presse du Conseil de sécurité où les débats se murmurent et ne donnent jamais lieu à des réactions. Et là, ce discours a été applaudi par l'ensemble du Conseil et des gens qui étaient présents dans l'hémicycle du Conseil de sécurité. À la suite de cela, on a suivi un Dominique de Villepin tout aussi flamboyant face à la presse mondiale, répondant aux caméras du monde entier dans un anglais parfait, ce qui, en termes d'influence du discours français, était assez intéressant. Et là, on était effectivement aux larmes presque, et en tout cas très très fiers d'être français. Cet événement n'a pas empêché la guerre d'Irak et ses suites que vous connaissez, mais en tout cas, pour ma part, marque le début de la fin, le chant du cygne de cette diplomatie gaullienne et gaulliste au Proche et Moyen-Orient, puisqu'à partir de ce moment-là, les États-Unis et leurs satellites ont fait payer à la France très cher cette prise de position, que ce soit au sein des Nations Unies, où Madeleine Albright et ses successeurs, Condoleezza Rice, considéraient qu'il fallait punir la France en la privant de son siège permanent du Conseil de sécurité, mais aussi au sein de l'Union européenne, au sein de l'OCDE, dans toutes les structures multilatérales et régionales, dans tous les marchés en cours et autres. Un seul exemple que j'ai en tête, que j'ai un peu suivi, la France était en passe de finaliser un accord de vente de Rafale à Singapour, et donc une des premières sanctions immédiates a été de tuer la vente de Rafale français à Singapour, un exemple parmi d'autres. Donc, il y a eu de telles pressions que, dans l'entourage de Jacques Chirac, y compris au MEDEF, à l'UMP à l'époque, les collaborateurs de Chirac l'ont entrepris pour essayer de lui faire un peu aménager ou changer de posture, et ce qui nous amène au G8 d'Évian en juin 2003, que je couvrais pour Radio France Internationale, où là on assiste à quelque chose d'assez étrange que moi j'ai appelé dans un petit ouvrage, Le Grand Retournement Bagdad-Beyrouth, où George Bush dort à Genève, ne reste pas, ne vient pas à Évian. Il arrive en hélicoptère de Genève, il passe 20 minutes à Évian, son délai de conférence de presse, pour marquer sa froideur et pour marquer son agacement, sinon sa colère, après l'opposition de la France à la guerre d'Irak. Et donc, quand il quitte Évian, on est au pied de l'hélicoptère avec quelques collaborateurs du président, et Chirac crie à la cantonade: il faudra trouver quelque chose pour calmer ce connard, parce que je vais le revoir bientôt sur les plages du Barcou. Et cette anecdote vécue, en fait, correspond au déclenchement d'un processus très important qui a été très peu souligné dans la presse française, c'est-à-dire c'est le processus de la résolution 1559, c'est-à-dire que les conseillers de Jacques Chirac de l'époque, à savoir Maurice Gordon-Montagne, conseiller diplomatique, son Sherpa, Jean-David Lévy, qui était ambassadeur de France à Washington, vont proposer à Chirac trois choses. La première chose, c'était de renforcer notre contingent de forces spéciales en Afghanistan pour aider les Américains dans leur lutte contre le terrorisme, dans l'opération Enduring Freedom et l'opération de l'OTAN. La deuxième chose, c'était
d'exfiltrer le père Aristide d'Haïti qui créait des problèmes aux Américains. Donc de trouver une villégiature en Afrique, ce qu'on a fait en le sortant et en l'installant au Cameroun. Et la troisième chose, et c'est l'objet principal, c'est cette fameuse résolution 1559, qui est très importante parce qu'elle va signer la fin de 40 ans de diplomatie gaulliste au Proche et Moyen-Orient, c'est-à-dire d'une position française équilibrée et de médiation. À savoir, cette résolution va comporter deux parties, une partie française sur le recouvrement de la pleine et entière souveraineté du Liban, pour la partie française, et la partie américaine sur le désarmement des organisations libanaises, le désarmement des anciennes milices de la guerre civile. Alors, ça, dans l'absolu, la France a toujours été pour un recouvrement d'une pleine et entière souveraineté pour le Liban. Le président Chirac l'avait rappelé aux députés libanais 2 mois auparavant lors du sommet de la francophonie, mais en rattachant, si vous voulez, la situation du Liban, qui à l'époque avait encore 600 000 réfugiés palestiniens, à une approche, et c'était l'approche et l'héritage du général de Gaulle, une approche régionale globale, approche dite régionale globale, par la tenue d'une conférence régionale globale compte tenu du fait que l'analyse était de considérer que l'arc de crise proche et moyen-oriental, son épicentre est le conflit israélo-palestinien, et que, s'attachant à régler de manière équitable ce conflit israélo-palestinien, on pouvait ensuite intervenir sur ces volets syriens, le plateau de Golan, ces volets libanais, voire sur l'arrière-cour irakienne, égyptienne. Donc, si vous voulez, il s'agissait traditionnellement, dans l'esprit de cette diplomatie gaulliste sino-gaulienne, de considérer que le Liban faisait partie de son biotope et de son environnement géopolitique régional, de son environnement arabe. Le grand retournement et la grande coupure et césure qu'opère la résolution 1559, c'est qu'elle dissocie le Liban de son environnement régional arabe pour accorder et pour, si vous voulez, objectiver, pour officialiser de vieilles revendications strictement israéliennes, à savoir le désarmement du Hezbollah libanais, qu'on peut aimer ou pas, mais le fait est qu'aujourd'hui, si Daesh n'est pas à Beyrouth, à Tyr ou à Saïda, c'est parce que le Hezbollah libanais, que ça nous plaise ou pas, défend la frontière libanaise et l'intégrité du Liban. Et deuxièmement, ce que la France réclamait depuis longtemps, le retrait de l'armée syrienne du Liban, qui était intervenue, je vous le rappelle, en 1976 à la demande des chrétiens durant la guerre civile, et qui était toujours en position déployée dans la Bekaa, et que la France demandait depuis longtemps le départ de l'armée syrienne du Liban, chose qui s'est faite en juin 1975, quelques mois après l'assassinat de Rafik Hariri, sur lequel on pourra revenir. Donc voilà, si vous voulez, ce grand retournement et ce changement de pied qui fait que, dissociant le Liban de son biotope arabe, la France réitérait ce que l'Égypte d'Anwar al-Sadat et de l'Israël de Menahem Begin avait fait en 78-79 avec les accords de Camp David. C'est-à-dire que l'approche américano-israélienne, c'était de saucissonner et de couper en petits morceaux le monde arabe ou la problématique israélo-arabe en séparant les pays les uns après les autres pour négocier des paix séparées. Et donc, notre diplomatie s'était toujours opposée à cette approche, et par cette fameuse résolution 1559, préparée dès la fin du G8 d'Évian et qui sera finalisée, dont les drafts sont finalisés à bord du yacht de Rafik Hariri en Sardaigne, en fin juillet 2004, la résolution sera adoptée par 9 membres du Conseil de sécurité sur 15 le 3 septembre 2004, résolution dont d'aucuns disent qu'elle aura précipité une cristallisation communautaire et elle aura réveillé les vieux démons de la guerre civile libanaise, et qu'en tout cas, elle aura créé les conditions qui vont déboucher sur l'assassinat de Rafik Hariri le 14 février 2005. Bon, ça, c'est une autre histoire. Tout ça pour, si vous voulez, cadrer le fait que, à partir de cette fameuse résolution 1559, on voit émerger au Quai d'Orsay des responsables, des chefs, émanant tout peu ou prou de la même école que des confrères journalistes. Je cite le livre de Vincent Joubert sur le Quai d'Orsay, on appelé La Secte. On voit qu'à travers mes entretiens avec différents conseillers d'État ou diplomates
elle a un autre nom qui s'appelle la meute, c'est-à-dire des gens qui ont tous été en poste comme diplomates, soit à Washington, soit à Tel Aviv, soit à Bruxelles-Otan, ou soit sur les affaires stratégiques au ministère de la Défense. Donc des gens qui se connaissent, qui ont le même cursus, qui sont de la même génération, qui sont, je résume, je vais à la louche, qui sont pro-atlantistes, sinon pro-israéliens, et qui considèrent que la priorité de nos diplomaties, c'était le retour dans le commandement intégré de l'OTAN, ce qui s'est passé donc après le départ de Chirac et l'adoption de cette fameuse résolution de 1959. Sous la présidence, c'était une des premières décisions de la présidence de Sarkozy, de Nicolas Sarkozy, puisque la réintégration de la France dans l'OTAN est officialisée lors du sommet Strasbourg-Kiel en 2008. Donc voilà, c'est le premier point qui fait que sous Nicolas Sarkozy, nous nous sommes rapprochés pour des intérêts commerciaux et diplomatiques à courte vue avec le Qatar, petit émirat wahhabite, proche et concurrent de l'Arabie Saoudite. Et ensuite, cette politique, surtout politique financière et commerciale, sera non seulement prolongée, mais durcie, mais réorientée avec l'élection de François Hollande en direction de l'Arabie Saoudite. Deuxième point, les mal nommées révolutions arabes, je mets entre guillemets révolutions arabes, puisque on faisait allusion à notre histoire nationale. Bon, la révolution, la séquence de la première constitution jusqu'à la révolution témédorienne, c'est bien autre chose. Et donc là, on voit que dans cette phase, notre diplomatie a été très vite débordée et n'a pas vraiment ni anticipé ni bien géré les choses. Je ne vous refais pas la prestation de Mme Alliot-Marie à l'Assemblée nationale qui, en pleine révolte tunisienne, propose que nous envoyions nos savoir-faire de maintien de l'ordre et de sécurité, sinon quelques stocks de matériel, de boucliers, de grenades lacrymogènes. Bon là, on était complètement aux antipodes de ce qui allait se passer. Je veux dire, la révolte au-delà du suicide par le feu de ce jeune vendeur de légumes, Ouazizi. La question tunisienne, le malaise tunisien est une vieille histoire très profonde. Sous Ben Ali, sous le Premier ministre Mohamed Zani, on a eu des révoltes du pain assez régulières qui faisaient chaque fois une dizaine de morts et les choses rentraient dans l'ordre parce que l'armée tunisienne n'était pas très forte, mais surtout les services de sécurité, les services de police faisaient rentrer les choses dans l'ordre et que ce soit à travers le prix du pain ou de la semoule, les choses étaient reprises en main avec l'aval des pays occidentaux, dont la France et les États-Unis. Or là, cette fois-ci, Ben Ali est en danger et le monde a changé. Donc, cette fois-ci, ni l'armée tunisienne, ni les États-Unis, ni la France vont sauver Ben Ali, qui doit partir sous les huées et face à un mouvement populaire qui, par la suite, sera encadré par Ennahda, c'est-à-dire par les frères musulmans, voire par les groupes salafistes. Ça, c'est la première étape sur laquelle notre diplomatie a totalement été impuissante et n'a pas pu finir, même si les diplomates avaient anticipé dans leur télégramme. En tout cas, ces télégrammes n'ont pas du tout été pris en compte. Deuxième séquence en Égypte, on voit M. Alain Juppé aller distribuer des fruits frais à la place Tahrir et autres, mais prendre des contacts. Mais là, à l'évidence, non plus sans vision d'anticipation et sans construction, sans véritable politique étrangère vis-à-vis de l'avenir de l'Égypte, puisque là aussi, la France éternelle va s'aplaventrir devant les responsables frères musulmans égyptiens, pour arriver ensuite à la troisième séquence libyenne, où là, le président Sarkozy décide qu'il faut reprendre l'initiative et nous enclenche dans une opération militaire en mars 2011, sur la base de la résolution 1973 du Conseil de sécurité qui instaurait une zone d'exclusion aérienne sur la Tunisie et une aide humanitaire aux populations en danger. Et là, on voit la France, la Grande-Bretagne s'engager militairement aux côtés d'un des protagonistes des révoltés de Benghazi, d'un des protagonistes de ce qui est une guerre civile, pour accomplir le processus jusqu'à la fin avec la mort de Muammar Kadhafi. Encore une fois, je ne suis pas nostalgique de Muammar Kadhafi, mais disons que dans la technique, il est assez curieux que sur la base d'une résolution du Conseil de sécurité, la France applique une politique dite de régime change, c'est-à-dire allant à intervenir militairement pour changer la nature du régime et ses dirigeants.
Donc à la suite de cela, et un an après, au même moment où la France est engagée en Libye, en mars 2011, démarre à Dera, dans le sud de la Syrie, la grande révolte syrienne, si vous voulez, qui va s'enflammer et qui va aboutir à une guerre civile généralisée. Et contrairement à ce qu'a dit la presse parisienne, souvent très mal informée, et qui n'envoie pas les gens sur le terrain comme elle devrait le faire, que cette confrontation, cette mobilisation avait été pacifique. Moi, j'étais à Dera, j'ai vu des documents très clairement montrant des snipers avec des M16 depuis les toits tirés sur les forces de l'ordre syriennes, qui ne sont pas des CRS français, quand ils se font tirer dessus. Il y a des postes et il y a 15 morts. Et c'est ainsi que, si vous voulez, tout ça est parti en succès. Je ne dis pas que les autorités syriennes ont très bien géré la crise au départ, mais le fait est que, à partir de juillet 2011, au sortir des mosquées, les gens criaient des slogans, les alaouites dans la tombe, les chrétiens à Beyrouth. Voilà, on était engagé dans un processus de purification ethnique et dans une généralisation d'une guerre civile durant l'hiver 2011-2012, printemps 2012. Et donc, face à cela, la France fait, si vous voulez, en mars 2012, Alain Juppé prend une décision qui va être très grave et lourde de conséquences. Alain Juppé décide de fermer notre ambassade de France à Damas, ce qui est une décision assez absurde, non seulement sur le plan diplomatique, mais je veux dire, le métier diplomate, c'est justement, quand les choses vont mal, c'est de garder le contact, c'est de parler à ses adversaires, sinon à ses ennemis, et à tout le moins de garder en nos bases des conditions de coopération de nos services de sécurité et de renseignement. Je rappelle aussi un élément dont la presse a peu parlé, entre les deux tours d'élection de 2007, la DST interpelle un activiste franco-algérien dans sa cuisine à Nancy, qui est en train de bourrer de Semtex et d'explosifs des extincteurs de bus qui s'apprêtent à déposer dans des bus de Nancy. Et il est clair que s'il avait pu réaliser, aller jusqu'au bout de son plan, cet attentat entre les deux tours de l'élection présidentielle aurait été, je dirais, très spectaculaire et très meurtrier. La DST française interpelle ce brave homme en 2007 parce qu'il a parlé avec Skype avec des correspondants en Syrie. Et donc, les forces françaises arrivent à serrer ce personnage, ce terroriste, sur la base des renseignements fournis par les services syriens. Puisqu'à l'époque, pour la petite histoire, les services français n'étaient pas dotés des moyens techniques pour écouter Skype. Bon, depuis, les choses ont été corrigées, mais disons que, voilà, si vous voulez, le fait de fermer l'ambassade de France à Damas dans les conditions de cette crise était la dernière des décisions à prendre, et M. Juppé annonce cette décision fièrement au nom de ce que Hervé Juvin expliquait précédemment, d'une politique étrangère qui se réduit de plus en plus à une conception, une exception très, très abstraite des droits de l'homme. Donc, à partir de cela, les successeurs de M. Juppé, à savoir Laurent Fabius, vont durcir le trait vis-à-vis de la Syrie. Souvenez-vous, en août 2012, le chef de la diplomatie française dit aux chaînes de télévision présentes en Syrie, à la frontière turque, dans les visites de camps de réfugiés, que Bachar al-Assad n'a pas le droit d'être sur terre. Je veux dire, de la part d'un diplomate, c'est un peu curieux. C'est-à-dire qu'ils le pensent, mais qu'ils le disent de cette façon-là, c'est un peu insulter l'avenir, puisque bon, le Quai d'Orsay nous annonçait à ce moment-là que Bachar al-Assad et le régime syrien allaient tomber. Il nous annonçait ça toutes les semaines. Bon, que je sache, Bachar al-Assad est toujours en place, parce que là, le Quai d'Orsay, à force de personnaliser la crise à travers le personnage de Bachar al-Assad, malgré les diplomates qui connaissent la région, qui faisaient des notes qui n'étaient pas lues, ils n'ont pas considéré que la Syrie, d'abord, c'est un État-nation qui s'appuie sur un parti qui est le parti bassiste, dont l'idéologie a été rédigée par des chrétiens, grecs orthodoxes et maronites, qui ont fait leurs études à la Sorbonne, chez Naflax, à Habitat et autres. Et donc, ce pays est doté d'une idéologie nationaliste, qui est le bassisme, et d'un parti, le BAS, et de moyens d'appareil d'État. Et encore une fois, je ne dis pas que la Syrie était un paradis des droits de l'homme, mais en tout cas, c'était un État laïque, dans lequel les femmes, dans l'ensemble du pays, et pas seulement à Damas, pouvaient sortir de chez elles non accompagnées et non voilées. Donc, après, Laurent Fabius va récidiver en considérant que les petits gars de Jabhat al-Nusra font du bon boulot. Jabhat al-Nusra, c'est quand même Al-Qaïda en Syrie. Et donc, les services d'actions de la DGSE vont fournir même de l'armement à des groupes
de la rébellion syrienne par la Jordanie et par la libanaise. Ces groupes-là même qui égorgent et violent pendant des heures dans les villages chrétiens quand ils prennent possession du village chrétien en Syrie. Et à l'époque, le patriarche latin Sharaï venait protester au Quai d'Orsay, et au Quai d'Orsay on répondait nous, seuls les chrétiens d'Irak nous intéressent, parce que les chrétiens de Syrie, ils sont alliés à Bachar al-Assad, donc ils n'existent pas. Donc vous voyez, si vous voulez, ces postures ont été tellement improvisées et tellement dans le politiquement correct du droit public qu'elles ont, en termes de bilan de la diplomatie française, été absolument dramatiques. Troisième point, puisqu'il faut avancer, retour au réel. Janvier 2015, attentat terroriste, Charlie Hebdo et Pierre Cachet. Novembre 2013, les attentats qu'on connaît. Ensuite, Bruxelles, etc. Bon, là, j'appelle ça le retour du réel terroriste, puisque là, on est confronté à une forme de terrorisme un peu nouvelle, en fait, qui nous change de la nébuleuse rhizomatique de l'Al-Qaïda, avec des gens qui s'autoproclament et qui revendiquent le parrainage dans leur allégeance à Daesh, en acronyme arabe, l'État islamique de Cham et de l'Orient, du Levant, etc. Bon, qui n'ont pas forcément reçu des ordres d'un commandement central, mais en tout cas, qui vont exprimer leur révolte identitaire de non-intégration, etc., de nos sociétés, en commettant les pires atrocités que vous connaissez, sur lesquelles je ne reviens pas. Mais en tout cas, ce retour du réel terrorisme oblige quand même les services de sécurité, sinon la presse parisienne, à revenir sur un dossier quand même qui est le rôle de l'Arabie Saoudite dans l'expansion de l'islam radical depuis 30 ans. Je veux dire, ça fait 30 ans qu'on travaille sur ces pays. On fait des notes pour le Quai d'Orsay dans différentes publications pour expliquer que le wahhabisme de Ibn Abdel Wahhab, un prédicateur le plus conservateur de l'islam, qui a fait alliance avec la famille saoudite dès le XVIIIe siècle, instaurant une doctrine les plus conservatrices de l'interprétation de l'islam sunnite, eh bien, depuis le premier choc pétrolier, avec les pétrodollars, si vous voulez, finance dans le monde entier, du Proche-Orient, en Asie, Afrique jusqu'en Europe, l'expansion de deux idéologies, les matrices historiques du terrorisme islamiste actuel, à savoir la confrérie des frères musulmans et l'idéologie wahhabite. Donc là, tout d'un coup, retour du réel, parce que là, nos grands amis saoudiens, que François Hollande a visité régulièrement, se faisant photographier devant le drapeau saoudien avec un sabre à la main dans un pays qui décapite justement à coup de sabre 300 personnes par an, je veux dire, c'est assez moyen, parce qu'à la clé, ça pèse à peu près 40 à 50 milliards d'euros de commerce, d'infrastructures et d'armement avec ce pays un peu étrange. Bon. Voilà, et donc, on vous dit, après l'arrestation d'Abdeslam en Belgique, que ce brave homme fréquentait plusieurs des 18 mosquées de Molenbeek et de la rue Bruxelles, qui sont toutes peu ou prou financées par l'Arabie Saoudite. Après les attentats de janvier en France, des candidates se demandent s'il faut fermer les mosquées salafistes, qui sont la plupart du temps financées par l'Arabie Saoudite. Donc, si vous voulez, les éléments, c'est la lettre volée d'Edgar Allan Poe, elle est sur la table et personne ne veut la voir. Depuis 30 ans, 20 ans, on sait, les pouvoirs, les administrations successives savent parfaitement le rôle joué par l'Arabie Saoudite dans le financement de l'expansion de l'islam radical, des groupes les plus modérés aux groupes radicaux, des soupes populaires jusqu'aux factions armées qui ont été engagées en Algérie pendant la décennie 88-98, en Égypte ou ailleurs. Tout cela est parfaitement su et connu, mais si vous voulez, fait que l'Arabie Saoudite, comme l'a dit un diplomate qui est sous pseudonyme, Arabie Saoudite, dictature protégée, parce que jusqu'aux attentats français, vous ne disions aucune enquête dans la presse française mettant en cause justement l'Arabie Saoudite. Moi j'ai fait très récemment une enquête, je travaille pour la télévision suisse, après l'attentat de Luxor de novembre 1995 à Luxor, au temple d'Hatshepsut, où 63 touristes ont été découpés en rondelles par des fous furieux, des gamins islamiens, 35 Suisses d'un tour opérateur été impliqués. Donc là, ma boîte m'a donné carte blanche, j'ai enquêté là-dessus pendant 3 ans, et donc il est clair qu'on est revenu sans arrêt à des opérateurs financiers saoudiens, la Taqwa, Dar al-Mal al-Islami, impliqués, installés en Suisse, commerçant joyeusement avec la banque ABN AMRO, le Crédit Suisse, etc. Alors, à un moment donné, vous
J'interpellais Carla Del Ponte, qui était procureur général de la Confédération, je disais, mais qu'est-ce que vous foutez? Mais Madame Rivière, si j'ouvre des enquêtes contre ces structures-là, dans les heures qui suivent, des milliards de dollars vont quitter la place bancaire de Zurich, de Genève et de Lugano. Donc mon travail, c'est pas de dézinguer la place bancaire helvétique, mais c'est d'essayer de trouver des amis. Je dis, bon, très bien, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Alors soit on est sérieux et on essaie de comprendre historiquement d'où viennent les filiations du terrorisme, leur modus operandi, leur soutien, etc. Ou soit on maîtrise une réelle politique commerciale et mercantile. Voilà. Dernier point pour en finir. Donc, islam radical, islam radicalisé, la querelle des deux écoles, où vous avez plutôt Keppel, que j'aime bien, qui fait un très bon boulot, lui considère justement dans la perspective de ce que je viens de dire, c'est que comment se fait-il qu'en France, on ait laissé l'islam de France aux mains des finances saoudiennes qui ont permis d'installer le salafisme dans la plupart de ces mosquées, ça c'est un problème, et du salafisme, on est passé du salafisme au salafo-djihadi, voire aux attentats très meurtriers qu'on connaît non seulement aussi en Irak, mais aussi en Europe, en France et en Belgique. À cela répondait Olivier Roy de manière un peu naïve, à mon avis, que je connais aussi, disant non mais dans cette affaire, c'est pas l'islam qui est en cause, c'est une radicalité, un mal-vivre dans nos sociétés qui a choisi l'islam pour s'exprimer. Donc, alors, c'est pas deux écoles qui s'affrontent exclusivement. Moi, je disais, ces gens-là ne parlent pas de la même chose parce que on parle pas de la même cartographie. Keppel a raison de dire que des gens dans les sociétés interconnectées s'inspirent de Daesh pour commettre des trucs assez foireux dans nos pays, etc. Alors que Roy dénonçait des mécanismes d'une globalisation beaucoup plus large. Enfin, deux mots encore sur la dernière initiative française sur le proche du Moyen-Orient, sur le conflit israélo-palestinien, qui a été demandée il y a 6 mois par les communicants de François Hollande, puisque François Hollande, le président, est entouré de communicants qui ont une trentaine d'années, qui connaissent rien à rien, mais qui ont analysé le résultat de l'élection de 2012 et qui se sont rendus compte que dans le cas d'une élection serrée, les banlieues, les gens des banlieues qui avaient voté pour la présidentielle avaient voté Hollande, et que cette fois-ci, vu les prises de position réitérées de l'Élysée sur Gaza et sur la Palestine, François Hollande avait plutôt une image pro-israélienne et que ce vote-là n'était plus du tout acquis et que dans le cas d'une élection serrée, ça pourrait être un problème. Donc, il a fallu faire quelque chose au plan de la com. Donc, en catastrophe, on a demandé à ce pauvre Pierre Vimon, diplomate de haut vol, mais de préparer un truc pour faire une conférence à Paris. Je veux dire, le processus de Oslo, ça a duré 3 ans de préparation. Là, en 2 mois, il fallait organiser une conférence à Paris pour faire une photo, pour montrer que le président François Hollande n'était pas pro-israélien, mais qu'il avait fait des efforts sur le clip. Tout ça n'est pas sérieux du tout. Du reste, la prof n'est pas là. Kerry est venu là sans rien dire. On n'a pas parlé de la communication, on n'a pas parlé des vrais dossiers. Tout ça sert à une communication politique qui vise les élections 2017. Et en dernier point, dans cette espèce d'improvisation et d'accumulation, surtout de postures de communication et pas de diplomatie construite, on peut se demander, in fine, j'en terminerai par là, sur la nature aujourd'hui du terrorisme qui a vraisemblablement changé de nature pour le coup, à savoir qu'autant dans les années 70, à travers un terrorisme palestinien lié à une revendication nationale soutenue par des États, avec une deuxième vague d'Al-Qaïda liée à une vision messianique de la Oumma et de l'ensemble des croyants du monde. Aujourd'hui, avec Daesh et ses rhizomes qui croisent effectivement l'islam radical et la radicalité islamisée, eh bien, dans un contexte où les États sont cassés, où la mondialisation dérégule les contrôles d'État, les procédures judiciaires, les procédures policières, etc., on se demande dans quelle mesure le terrorisme actuel n'est pas consubstantiel à cette casse des États et à cette dérégulation propre à cette mondialisation financière contemporaine. Et Georges Bataille, dans un très beau livre qui s'appelle La part maudite, explique que dans tout développement économique, il y a une part de consommation et de gaspillage, comme l'automne, les arbres perdent leurs feuilles. Eh bien, moi j'aurais tendance à considérer qu'aujourd'hui, le terrorisme n'est plus un accident extraordinaire, mais devient une forme de normalité, de développement morbide lié à ce mode de développement économique et financier qui détruit les États-nations, puisque, effectivement, et je terminerai par là parce que ça rejoint le message, M. le Président, que vous aviez
en introduction très beau et très fort, c'est celui de la défense de la France et des États-nations qui sont, je dirais, la seule monade susceptible de résister à une mondialisation, alors, quelles que soient les options politiques néolibérales, financières folles qui ont titrisé l'économie. Souvenez-vous, la crise des subprimes en 2008, vous avez 9 millions d'Américains qui sont foutus hors de chez eux, de leur emploi, etc. Et ce modèle économique dominant, cette titrisation de l'économie fait que dans sa dérégulation internationale, la seule monade, je répète, susceptible de résister à cette solution, c'est l'État-nation, avec des appareils d'État régaliens, des moyens pour la défense. Jean Dufour qui est là, il sait à quel point, moi-même je suis officier de la marine nationale, on sait à quel point d'année en année on a moins de bateaux et les budgets, quoi qu'en dise le président de la République pour assurer l'opinion après les attentats terroristes, d'année en année les budgets de la défense, et notamment celui de la marine nationale, se font comme neige au soleil, sont restreints. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Une question, sans préjudice d'un débat ultérieur. Oui, madame. Je n'ai pas encore député européen, mais ça va venir. À Richard, sur le rôle de la Turquie actuellement. Oui. C'est le seul pays, parce que Oui, je parle de effectivement, tu as raison. J'aurais posé la même question. C'est une bonne question. Là, je ne voulais pas me limiter justement à une analyse monographique du conflit, mais il est clair que la Turquie, si vous voulez, donc principal membre de l'OTAN, en nombre, principale armée après celle, contingent armé après celle des États-Unis, principal porte-avions de l'OTAN dans cette région proche du Moyen-Orient. La Turquie, si vous voulez, au départ, s'est alliée avec Bachar el-Assad en juin 2000, la mort d'Hafez el-Assad. Au départ, la Turquie a vu d'un bon œil l'arrivée de Bachar el-Assad et a accompagné la première phase de modernisation qu'a engagé ce jeune président pour ensuite, si vous voulez, se rétracter dans la mesure où Bachar el-Assad a reproduit un peu la dimension laïque, sinon bassiste d'une Syrie, dont les Turcs voulaient favoriser la montée en puissance politique des frères musulmans et de la Russie unie. Donc aujourd'hui, la Turquie, si vous voulez, c'est un des acteurs majeurs de ce conflit régional. Vous vous souvenez l'abattage du Sukhoi, de l'avion russe qui n'était pas dans les eaux, l'espace aérien syrien, turc, mais bien syrien, et qui a été abattu en raison de représailles de bombardements 3 jours avant, où la chasse russe était intervenue dans des villages en Syrie, en tuant des Turkmènes et une dizaine de membres des forces spéciales turques qui étaient engagés sur ce sol syrien. Donc la Turquie est directement engagée dans cette guerre, si vous voulez, aussi essentiellement par rapport à la diagonale qui conditionne l'avenir de ce conflit, c'est la question kurde. Bon, les Turcs ont habilement détaché les Kurdes d'Irak en commerçant avec eux pour casser une transversalité kurde d'Iran, d'Irak, de Syrie et de Turquie. Et donc le PYD, les Kurdes de Syrie, qui sont la filiale syrienne du PKK, si vous voulez, eux ont décidé de saisir l'opportunité pour faire avancer l'éventualité de ce qu'on avait promis aux Kurdes en 1920 à Lausanne d'un été kurde. Donc la Turquie reste un partenaire majeur par son engagement militaire et autres dans ce conflit, avec, si vous voulez, des alliances assez curieuses, y compris avec, en aidant les forces spéciales israéliennes sur le Golan qui apportent matériel et vivres aux gens de Jabhat al-Nusra.